La science sans le spiritisme se trouve impossible d'expliquer certains phénomènes uniquement par les lois de la matière. Le spiritisme sans la science manquera de soutien et de preuves. Bon, Joanna de Angelis, c'est un auteur spirituel qui a apporté l'analyse psychologique de la douleur humaine dans la vision spirite. Nous pourrons dire, plus que dans la vision spirite, apporter une approche scientifique et actuelle que nous commençons seulement à comprendre. On a mentionné dans les slides quelques de ces incarnations connues, notamment celle de Sainte Claire d'Assise. Et Divaldo, il a été beaucoup questionné à cause du style psychologique de ses écrits. Son style est une langue qui parle directement à l'âme humaine. Ça, c'est les mots de Joanne. Elle dit qu'elle parle directement à l'âme humaine. Et maintenant... Francine, Oui? excuse-moi, je veux juste Oui? mettre un peu en contexte parce que certaines personnes ne connaissent pas Divaldo Franco ni Joanna de Angelis. Alors, juste dire que Divaldo Franco, c'est un des grands médiums qu'on a au Brésil vivant aujourd'hui, parce que malheureusement, il y en a plusieurs qui ont décédé. Et un des médiums qu'il reçoit et qu'il écrit donc beaucoup de livres à travers elle, c'est Joanna de Angelis. Et c'est ce que Francine nous décrit aujourd'hui un peu qui elle est et qui elle a été et qui elle est pour nous aujourd'hui. Donc, tu peux y aller, Francine, excuse-moi. Mais oui, merci. C'est juste comme petite introduction. C'est bien que tu as complémenté ça parce que je ne savais pas, oui, mais c'est évident, jusqu'au Brésil, ils sont tellement connus. Bon, on continue. Maintenant, cette langue qui parle directement à l'âme humaine, elle est courante parce que pour ces moments d'immenses douleurs humaines, on a ce besoin de s'approcher de la connaissance de soi, tout ça. Elle va parler de ces besoins impératifs de mener à bien les processus d'individuation, que c'est un concept qu'elle travaille aussi dans son œuvre, qui s'est basé sur le travail de Jung. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé aussi avec un peu avec les concepts de Jung, mais on va discuter un peu. La série psychologique a 16 livres. Donc, les derniers, c'est la psychologie de la gratitude qu'on va étudier aujourd'hui. Donc, c'est les derniers livres de cette série. Bon, jamais l'humanité a eu autant de confort social et technologique, autant d'opportunités et d'options, et jamais les êtres humains n'ont été aussi malheureux. La souffrance atteint des niveaux extrêmes, et ça, c'est pour déclencher une grande transformation. Oui, c'est ça que Joanne nous parle, que c'est les royaumes des dieux dans nos cœurs. Quelque chose de très intéressant dont parle Joanna, c'est que le fait que nous souffrons témoigne déjà une certaine évolution. Avant, nous n'avions même pas réalisé notre brutalité. Le mal ne nous a pas dérangés. Elle parle ici dans la psychologie de la gratitude qu'avant, nous étions tellement pris dans l'activisme primitif, à la logique matérialiste, qu'il n'était même pas possible d'accéder à un sentiment comme la gratitude. Donc, si aujourd'hui nous sommes déjà en mesure de souffrir, félicitations pour nous parce que nous avons changé de niveau. Nous témoignons un niveau de perception plus subtil, même si nous n'avons pas encore fait tous les biens que nous pouvions. Aujourd'hui, excuse-moi, Julia, est-ce qu'il y a d'autres slides là? Parce que je pense qu'on est toujours sur les livres. Non, Julia? Je pense que c'est toujours ça. C'est toujours ça. Oh, ok, excuse-moi. Ouais. Je pensais qu'il y avait autre chose. Ouais. Bon, aujourd'hui, Joanna dira qu'il est impératif d'accéder à un sentiment de gratitude pour atteindre des niveaux plus élevés de conscience et surtout de bien-être émotionnel. Parlons donc d'abord de certains termes clés utilisés par Joanna, en particulier en référence au travail de Jung. Bon, Jung, il était l'un des précurseurs de l'étude de la psychologie à la lumière de la découverte de l'inconscient de Freud.
Mais alors que Freud il était un matérialiste obstiné, Jung il considérait la spiritualité comme une partie intégrante de l'être humain. Pas seulement un besoin enfantin, mais un sentiment intrinsèque, comme on se rappelle dans le livre des esprits. La loi de l'adoration est un sentiment universel présent dans tous les créateurs. Il n'a jamais eu de peuple athée. Tout le monde comprend qu'il y a au-dessus d'eux un être suprême. Alors, il était en désaccord. Et Freud continue l'étude de la psychanalyse, ici au Québec, la psychodynamique qu'on appelle, et Jung inaugura la psychologie analytique. Bon, quelle est la psyché? C'est ça? Psyché, oui. La psyché, c'est l'âme. Donc, la signification, c'est l'âme. Ce n'est pas quelque chose qui est à l'intérieur. La psyché est autour de nous. Nous avons, mais aussi, nous avons tous une psyché. Nous avons une conscience, une identité, mais puis que la psyché est tellement à nous, c'est très compliqué à comprendre comme un objet d'étude, de faire cette séparation. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. On est émergé dans la psyché. C'est, ouais. C'est l'idée d'interroger les poissons sur l'eau. Ça me fait rappeler un test merveilleux de Wallace il commence avec une anecdote des deux poissons. Et les deux poissons, ils se sont croisés et un dit à l'autre, comment est l'eau aujourd'hui? Après un bout de temps, il se demande, qu'est-ce que c'est l'eau? Donc, la psyché, c'est nous. Et en même temps, nous y sommes immergés. C'est pour ça que c'est difficile à faire la séparation et à étudier. Nous sommes émergés dans la psyché des dieux. Nous avons tendance à penser que tout ce que nous pouvons nommer et étudier est en dehors de nous. C'est un organisme indépendant. Cette distanciation, c'est une construction de notre identité, de l'ego, qui fonctionne avec des oppositions que nous avons formées au début de notre voyage évolutif, plus ou moins où nous sommes maintenant, oui. Ainsi, nous comprenons les mondes sur les bases des comparaisons entre les contraires et leur gradation. Et dans cette même logique, tout ce qui n'est pas matériel, donc les religions, les dieux, les spiritualités, la foi, tout ce qui est au-delà de ce que je peux prendre dans mes mains et étudier, tout ce que je ne connais pas, c'est l'ombre. C'est un autre concept aussi. C'est l'inconnu. Les problèmes avec ceci, c'est que lorsque la science prend les dessous sur ces idées, l'esprit, la psyché, nous la voyons comme quelque chose de séparé de nous, quelque chose de très abstrait, mais séparé de nous. Et tout ce que je ne sais pas, que je garde séparé de moi, finit par former un autre être, une autre entité, détachée de la personne que je suis. C'est là qu'on va avoir tous les problèmes des scissions de la psyché. Et c'est l'illusion du matérialisme, c'est l'illusion de la mort, de la séparation. Illusion qui était nécessaire jusqu'au moment présent, mais la vie nous en redemande. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous, cette partie-là, c'est un peu métaphysique, mais on va continuer, ça va devenir plus clair. Donc, je mentionne ces pensées des Corinthiens. Quand j'étais enfant, j'ai parlé, j'ai pensé et j'ai raisonné comme un enfant. Mais quand je suis devenue adulte, j'ai laissé les choses comme un enfant. De la même manière, nous comprenons maintenant imparfaitement les choses comme si nous voyions un reflet dans un miroir de mauvaise qualité. Mais un jour viendra où nous verrons de manière complète, face à face. Tout ce que je sais maintenant est partiel, mais alors je verrai tout clairement, car Dieu connaît l'intérieur de mon cœur. Donc, c'est ce moment-là que Joanne nous invite, c'est ce moment-là qu'on vit
maintenant dans l'humanité. Joanna nous invite à travers de la thérapie de la gratitude à un nouveau sentiment de communion avec les tout, mais sans pourtant perdre notre individualité. Bien au contraire même, parce que c'est à travers la reconnaissance de soi, la réalisation du processus d'individuation, c'est une étape primordiale. Mais en reprenant la définition de psyché. Donc, notre automatisme est, on prend la psyché comme quelque chose de séparé de nous, je suis moi, et la psyché est quelque chose là-bas qui garde tous mes problèmes, une espèce de chambre des saletés et des désordres. Ça, c'est les premiers paradigmes que nous devons inverser. Non, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, de différent de moi. Je suis psyché, en même temps, j'y suis émergée. Donc, on passe au prochain concept, c'est qu'est-ce que c'est l'ego? Je pense que vous êtes tous familiarisés peut-être avec la théorie des besoins, la pyramide de Maslow. Et c'est très important pour comprendre l'ego, parce que l'ego, il s'est construit à partir de ces besoins-là. À la base, se trouvent les besoins physiologiques, puis la sécurité, etc. L'ego, il sera en quelque sorte l'opposition de la psyché parce qu'il lui dirait non, mais je ne suis pas avec tout, arrêter les désordres, je suis un gars très bien défini, j'ai des compteurs très clairs, il n'y a rien de cette histoire-là. Mais quand le petit bébé est né, il ne sait toujours pas comment être un individu. Il est immergé dans la psyché de la mère. Il n'a toujours pas de contours. C'est juste de l'instinct et de la sensation. L'ego, bien qu'il occupe une petite partie de la psyché totale, remplit la fonction des vieilles, des bases de la conscience. Cela fonctionne comme une sorte de portier, de gardien. C'est lui qui filtre les contenus qui entreront dans la conscience. Donc, l'ego, il est responsable de notre identité et de la continuité de notre personnalité actuelle. Alors, il recherche de la cohérence, le contrôle, la raison. Il n'aime rien qu'il ne puisse expliquer, tout ce qui n'est pas logique. Quand quelqu'un demande à vous, qui êtes-vous, et vous répondez à votre nom ou à votre profession, c'est votre ego. Mais ce n'est pas du tout toi. Et cette prise de conscience que nous sommes quelque chose au-delà de l'ego a été une percée majeure pour la psychologie. C'est la découverte de la psyché, de l'inconscient. Donc, l'ego est cette petite partie de la psyché qui est consciente de soi, qui s'identifie à elle-même. C'est le moi qui se reconnaît à la condition d'être avec ses propres énergies qui sont totalement différentes des autres. Alors, il s'y comprend, ou il pense qu'il s'y comprend au moins. Si nous n'avons pas d'ego structuré, nous ne discernons pas entre les contenus de la psyché. La personne n'a pas la capacité de discerner la réalité de l'intérieur de l'individu, de ce qui se passe dans son champ imaginaire et de l'expérience sociale à l'extérieur. Donc, si on n'a pas un ego sain et structuré, on ne peut pas faire la différenciation entre ce qui se passe dedans et dehors. Ce sont les niveaux dissociatifs de l'ego, comme par exemple les délires des perceptions, la paranoïa, la fameuse borderline, je ne sais pas comment dire en français, je garde en anglais, voire les cas les plus graves aussi des schizophrénies, quand la personne n'est plus capable de savoir la différence entre elle et les objets même. Mais c'est aussi tous les lapsus, les trous de mémoire, toutes les petites choses et les grandes choses aussi. Ce sont tous des niveaux dissociatifs de l'ego et tout le monde a
des niveaux dissociatifs de l'ego, dans ces niveaux-là qu'on est maintenant. Les problèmes, donc, ce n'est pas de ne pas avoir un ego. L'ego, il est génial. Les plus qu'il est structuré, fort, conscient, mieux c'est. Les problèmes, c'est de ne pas reconnaître l'ego, c'est de ne pas se reconnaître indépendant de lui, plus grand que lui. C'est de penser que l'ego est ma totalité. Ça, c'est les problèmes. Il y a une autre chose avec l'ego mal structuré, c'est qu'il se retrouve coincé dans des questions de sécurité, de confort, de pouvoir. Autrement dit, c'est dans la base de la pyramide. Surtout la pyramide, mais dans la base de la pyramide. Très gentiment, Joanna nous raconte cette nouvelle. Oui. Vous êtes pas réincarné pour bien vivre. Donc, l'essence de la réincarnation est d'améliorer tout ce que vous n'avez pas encore développé dans les vies passées. La recherche égoïque a eu un sens jusqu'à présent, mais en ce moment, il y a une grande douleur émotionnelle sur la planète. Nous sommes invités à une transformation. Joanne a dit que nous devons savoir que l'ego est un outil merveilleux, mais nous sommes plus que ça. Nous sommes des enfants des dieux, créés à son image et ressemblance. Qu'est-ce que c'est l'inconscient? C'est notre concept. Nous connaissons cette image de l'iceberg géant avec une pointe à peine sortie. Oui, je pense que tout le monde connaît. L'inconscient englobe des contenus psychiques qui ne font pas partie du champ de la conscience. Bon, c'est tout ce que je sais, mais que pour le moment, je ne pense pas. Tout ce dont j'étais conscient avant, mais maintenant j'ai oublié. Tout ce qui est perçu par mes sens, mais qui n'est pas remarqué par mon esprit conscient. Donc, Jung va diviser tous ces bagages psychiques dans un inconscient collectif et un inconscient personnel. On ne peut pas oublier que la pensée et les ressentis vont de pair comme un seul et même force. La pensée a un effet immédiat sur le corps, sur la sensation, et inversement, la même chose se produit. On peut dire qu'un tel bagage, elle n'est pas seulement chargée des symboles, des signifiants, images, sons, et des significations, les concepts, mais d'une charge émotionnelle, des émotions, donc des pouvoirs créatifs. Donc, nous avons tous une partie de nous qui nous ne reconnaissons pas et elle est vraiment puissante. Dans l'inconscient individuel, nous trouverons nos souvenirs, absolument tout ce que nous vivons dans cette incarnation, depuis le moment de la fécondation, stocké quelque part de nous, dans notre corps, même le corps physique, et nos complexes. C'est dans la partie personnelle qui concerne l'individu actuel. Les complexes sont un autre concept de Jung qui a travaillé dans l'œuvre de Joanne. On va explorer ça davantage dans une autre opportunité, je l'espère, mais je vais clarifier la question de l'inconscient individuel juste pour faire quelques précisions. Les complexes est une question complexe, comme le nom le dit, mais le problème n'est pas d'avoir des complexes, nous en avons tous. Le problème, c'est quand la émotion du complexe nous a. Et c'est ça les niveaux dissociatifs de l'ego. Comme nous avons cette habitude de ne pas gérer nos émotions, de les jeter sous les tapis, en un instant, ces contenus, les complexes, débordent et l'ego n'est plus capable de les retenir.
il fait éruption. L'ego ne peut pas discernir avec raison. Il devient un objet et non plus un sujet. Parce que ces contenus-là, il est autonome. Les complexes, ils ont de l'autonomie. Bon, tout ça concerne les niveaux personnels de l'inconscient. L'autre partie de l'inconscient, selon Jung, est l'inconscient collectif. Et c'est ça une différence majeure entre lui et Freud. Parce que Freud, il ne considérait pas les archétypes, par exemple, qui c'est dans l'inconscient collectif, qui ont aussi un niveau d'autonomie, mais en tant que collectivité. Là, c'est où on conserve tous nos souvenirs aussi des vies passées, tous les symboles, les expériences qui nous forment en tant qu'humanité et des esprits immortels. Bon, basé sur ça, nous sommes beaucoup plus que ce que nous pensons, en plus de notre corps physique et de notre personnalité actuelle, en plus de ce que notre ego peut expliquer. Et c'est exactement ça qu'il n'aime pas. Qu'est-ce que le soi? Jung explique que c'est le centre de régulation, il est le coordonnateur de notre vie psychique, ce qui correspond symboliquement à l'image de Dieu que nous avons en nous. C'est aussi un archétype, un des premiers archétypes même, qui on reviendra encore dans une autre opportunité aussi, je l'espère. Le soi, c'est aussi le Christ intérieur, comme certains l'appelleront. Le soi n'est pas seulement le centre, mais aussi la circonférence totale qui englobe à la fois le conscient et l'inconscient. C'est le centre de cette totalité, tout comme l'ego est le centre de la conscience. C'est comme si le soi, il est le CEO de la compagnie. Il est vraiment le boss. Et l'ego, il pense qu'il est un directeur, peut-être il est juste un secrétaire, quelque chose comme ça, mais il pense qu'il est le boss. En d'autres termes, c'est la graine. Le soi, c'est la graine qui apporte tous les potentiels en soi pour la manifestation de sa totalité, ce qu'elle est destinée à devenir. Le soi est ce qui nous pousse à nous manifester. Les soi, il aime les difficultés. Il voit les difficultés comme des opportunités. Et il comprend que ça nous fait grandir, évoluer. Les soi qui nous sommes en essence et qui n'est pas perçu par notre ego dans son intégralité. Parce que l'ego, il déteste les difficultés. Il veut les conforts, il veut les contrôles. Donc, ils sont opposés. Accéder au soi, c'est contrer les structures collectives dans lesquelles nous sommes pris au piège. Dans d'autres mots, les besoins de l'ego, qui sont toujours fugaces. S'il y a une astuce pour reconnaître qu'est-ce que sont les besoins de l'ego, c'est tout ce qui passe. Les soi vit pour les besoins de l'être. Apprendre à être est le réel besoin d'être. Donc, Joanna, elle va dire que l'éducation, la psychothérapie, la méthodologie de la coexistence humaine doivent être structurées dans une conscience d'être avant d'avoir, être au lieu de pouvoir, être bien sans les soucis de paraître. Ça, c'est un peu l'opposition de tout ce qu'on apprend dans la société, oui, surtout maintenant. Au moins, c'est plus clair maintenant qu'on vit pour notre ego. Qu'est-ce que l'ombre? L'ombre explique de nombreuses afflictions gravées dans l'ego, tormentant les soi. L'ombre personnifie ce que l'individu refuse de savoir ou d'admettre et qui cependant s'impose toujours, directement ou indirectement, comme les traits des caractères inférieurs ou d'autres tendances incompatibles. C'est cette partie de nous qui est cachée
refoulée, souvent inférieure, qui a en général une valeur affective négative. Au moins, c'est ça qu'on pense, parce qu'on ne la connaît pas, c'est l'ombre. Donc, peut-être il y a quelque chose de bon aussi là-bas. L'ego, il souffre l'embarras de percevoir la présence de l'ombre. Il est humilié de ne pas se connaître, de ne pas pouvoir s'expliquer, car l'ombre, elle a plein d'émotions. Et l'ego, il n'aime pas vraiment des émotions, oui. Et au lieu d'accepter le processus, l'ego, il s'arrête souvent dans la souffrance. Joanna va dire que dans la souffrance de l'ego, les gens se comportent avec ingratitude. Pleurnichant, se sentant coupables, impuissants, lésés. Et avec cela, nous avons la tendance à nous justifier nous-mêmes et nous comparer aux autres, en pensant toujours qu'ils, les autres, ne souffrent pas comme nous. Joanne a dit que les sociétés sont structurées par des événements et des méthodes pédagogiques des conduites des enfants. C'était la question de l'ombre identifiée depuis l'enfance, quand on lui apprendrait à découvrir les impulsions qui en découlent, permettant à l'enfant de comprendre sa propre fragilité, ses erreurs, s'excuser et se corriger, préciser qu'il y a toujours des variations de comportement, tantôt pour les biens, tantôt pour les mal, des conduites favorables à la société, et tout ce qui est lié sera plus facile. Donc, les mouvements qu'on a maintenant, c'est dénier toujours l'ombre et on ne gère pas nos émotions. Donc, c'est une combinaison explosive. Les dénis de l'ombre cèdent la place à une société hypocrite et artificielle, incapable des procédures mûres et significatives qui profitent à tous. Bon, on se rappelle de la Genèse, encore une fois. Dieu a créé la lumière en premier. C'est une invitation à embrasser notre ombre. C'est une invitation à faire apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, à y faire face. Alors, Joanna, elle dirait que la première chose que nous devons faire est de prendre conscience de l'ombre. Cela doit être accepté sans réserve ni ressentiment, parce que le destin de l'ombre est de devenir un arbre donateur. Dans ces mots, elle est très poétique, parce que notre essence est. Il est donc nécessaire de surmonter la peur de ce qui vous êtes, de la... Oui, quelqu'un veut dire quelque chose? Non, continue. Yeah. De la surmonter par amour à ce que vous voulez être. Donc, il faut surmonter la peur, de connaître soi-même. Et quand on aime, on respecte et on respecte nos engagements. Là, l'ombre perd. Au contraire, quand les gens se révoltent, nous nourrissons les ressentiments, l'haine, la jalousie et l'ombre triomphe. Bon, c'est bon vieux, accepter que ça fait moins mal, oui. Le fait que notre ego est toujours vigilant, rappelez-vous qu'il est les porteurs, les gardiens de notre identité. Il est toujours armé contre les nouvelles acquisitions. C'est comme un mécanisme d'autodéfense pour sa survie. Il pense qu'il va mourir quand un nouveau contenu arrive. Alors, Joanna dit qu'il n'aurait jamais trop de soins pour identifier et travailler avec son ombre, diluant son influence et se libérant pour assumer sa propre réalité. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à l'instant? C'est trop dense peut-être? Ça va. Okay. Bon, je continue. Oui, c'est bon? Okay. La gratitude est un outil précieux qui contribue à cette bataille silencieuse qui se déroule dans la psyché, car elle offre une vision plus large du monde, libre
livre de ses illusions égoïques à la base de la pyramide pour récolter les avantages infinis que la vie nous fournit constamment. Bon, qu'est-ce que la conscience? Jung a défini la conscience comme étant la relation de contenu psychique à l'ego. C'est dans la mesure où cette relation est perçue par l'ego. Donc, les relations qui ne sont pas perçues comme telles sont inconscientes. Donc, seulement ce que l'ego a conscience, c'est la conscience. C'est ça. Et Johanna dira que la conscience n'est pas l'intelligence au sens mental, mais la capacité d'établir des paramètres pour comprendre les biens et les mal. En optant pour les premiers et en suivant la ligne directrice de l'équilibre des possibilités latentes, en développant ces ressources en faveur de notre devenir. Donc, c'est là qu'elle lie la question morale. La conscience, c'est le cercle de la question morale. À propos de la conscience, aussi, Johanna va nous dire que l'essence psychologique de la réincarnation est de parvenir à la transformation morale de soi et à la libération de tout son contenu caché au germe, lui permettant de faire face à d'autres archétypes inquiétants, surtout lorsqu'il devient impérieux et dominant dans les comportements. Vous voyez la différence quand c'est Johanna qui parle carrément, oui, c'est un autre niveau. J'ai de mal même avec les Français en tout, c'est un peu... Bon, mais j'espère que c'est un peu clair pour vous, c'est aussi dans les slides. Une conscience de l'être qu'il est possible de renouveler les forces morales pour diluer l'ombre et développer les expériences de renouvellement. Donc, c'est par la conscience qu'on peut faire cet accouchement là, de soi. Nous avons un devoir, c'est une seule responsabilité que Dieu nous a donnée, c'est d'être nous-mêmes. Nous avons une place unique dans la création et tout ce que Dieu nous demande, c'est de réaliser ces projets, c'est juste ça. Mais le problème est que nous n'avons pas d'être ici ignorants, oui. Notre ego, il se sent humilié, même perdu, parce qu'on ne connaît rien. Ainsi, Johanna dit que la conquête de la conscience est une essence très douloureuse de l'inconscience. Et ça fait du mal et ça fait du bien, tout en même temps. Bon, bref, la conscience est le processus nécessaire des frustrations de l'ego pour que les soi viennent à la lumière. Une exhortation à la humilité. Qu'est-ce que c'est le processus d'individuation? C'est le processus de croissance de l'être. C'est d'apprendre à se connaître, la découverte de soi, d'occuper cette place unique dans la création. Et Jung dira aussi que l'individuation est le processus de différenciation qui vise à développer la personnalité individuelle et la conscience d'être unique, indivisible et distinct du collectif. Lorsque le moi atteint les points culminants de sa réalité immortelle. Donc, Jung, elle va parler beaucoup de l'immortalité, oui, et c'est pour cette raison, je pense que Johanna a choisi son œuvre pour explorer la psychologie à la lumière du spiritisme. En ce sens, Johanna dit que tous les efforts pour combattre les imperfections morales doivent être mis au service de l'équilibre, de l'harmonie émotionnelle et psychologique. Et qu'il n'y a rien de plus urgent que cela. À ces moments qu'on vit, des transitions planétaires et tout ça qu'on parle, Covid, il n'y a rien de plus important que faire ces démarches-là, la recherche de soi-même. Et elle dira encore que l'être humain, grâce à la conquête de la conscience, est destiné à l'individualisation, qu'il réalisera par la fusion parfaite de l'axe du moi, soi,
à la complétude dans laquelle il reviendra à la unité qui a subi la fusion au cours du processus anthroposocio-psychologique d'évolution à travers les réincarnations successives. Bon, c'est comme si on était parfait au début, mais on a besoin de traverser tous les chemins pour revenir à la perfection. Bref, nous y arriverons tous un jour, maintenant ou après. C'est à nous de choisir la vitesse. Définition du mot gratitude. Bon, dans les dictionnaires Michaelis, la gratitude est la qualité de ceux qui sont reconnaissants. C'est sentir à sentir par une personne par rapport à quelqu'un qui lui accorde une faveur, une aide ou un avantage. Et pour Joanna, le mot gratitude vient du latin gratia, qui signifie littéralement grâce, ou gratus, qui se traduit par agréable. Et par extension, Joanna dit que c'est la reconnaissance agréable pour tous ceux qui est reçu ou accordé. Donc, pas juste une rétribution, mais pour tout ce qui nous arrive. C'est intéressant de noter la nuance, parce que la gratitude comme obligation, comme rétribution, qui est notre logique sociale de la vie en société, et la gratitude en tant qu'un état, qui accomplissement de l'être, qui est l'invitation de cette œuvre de la psychologie de la gratitude. L'idée de rétribution consiste dans la immaturité émotionnelle. C'est quand on croit que la gratitude est une rétribution pour les biens ou les faveurs reçues comme forme de retour au moins en partie. C'est comme un jeu commercial. Et Joanna dit que la gratitude est un sentiment beaucoup plus profond et plus significatif, car il ne se limite pas à l'acte de la récompense habituelle. Il est plus grandiose car il apporte satisfaction et a un caractère psychothérapeutique. Quiconque est reconnaissant, qui comprend les sens de la vraie gratitude, jouit d'une santé physique, émotionnelle et psychique parce qu'il ressent la joie de vivre, partage tout, est un membre actif de l'organisation sociale, est créatif et joyeux. Et à propos de ces jeux commerciaux, il faut dire que Joanna, elle va nous expliquer que c'est tout à fait normal dans les stades évolutifs dans lesquels nous nous trouvons, parce que nous avons l'habitude de tout recevoir sans apporter aucune contribution. C'est ça elle va dire, que nous sommes des enfants gâtés et capricieux. Parce que, par exemple, les fœtus, elles reçoivent encore dans un environnement parfait, confortable, chaleureux, où tous ses besoins sont satisfaits, et sans avoir rien fait pour mériter ça. L'enfant, il grandit, il reproduit cette tendance. Il est né, il trouve aussi une planète toute faite, l'air, l'eau, la terre, les ciels, ses parents aimants, veillant sur lui, les protégeant, répondant à tous ses besoins de survie. D'où la croyance primordiale à notre structure narcissique qui croit mériter tous les soins et plaisirs sans rien accomplir, juste parce qu'il en existe. Donc, donne aussi l'envie égoïque de tout jouir, de tout obtenir de plus en plus, sans limite. Donc, dans les mots de Joanna, les habitudes de recevoir aide et protection dès le moment de la fécondation
en passant par les différentes périodes de développement fœtal jusqu'à l'âge adulte, sans la conscience de ce qui est offert, sont en charge de construire l'ego intéressé exclusivement à jouir sans grande responsabilité. Donc, au début, il y a une idée de valoriser l'être pour ce qu'il en reçoit de la vie, d'où vient notre logique capitaliste. D'où aussi vient notre comportement de ce qui attend toujours d'être aimé, plus que d'aimer d'une façon active, courageuse. Nous nous mettons toujours dans un rôle passif en attendant l'amour des autres, mais sans rien faire. Et à mesure que nous mûrissons, nous commençons à avoir des engagements à rembourser, à faire notre part. C'est lorsque les instants commencent à ouvrir un espace aux émotions que l'amour répète ses premiers pas sous forme de gentillesse et de gentillesse envers les autres, caractérisant les débuts du développement éthique et moral. C'est ça que Joanna va nous dire. Et plus tard, l'amour commencera à apparaître à travers les désirs de servir, de contribuer, de satisfaire. Dans cette phase, celle de la reconnaissance, l'essence existentielle prend de l'importance. C'est quand enfin nous commençons à comprendre la nature miséricordieuse de Dieu dans son infinie abondance. Il n'y a plus de maladies ni de pénuries. C'est quand nous ressentons de la gratitude. Selon les mots de Joanna, lorsqu'on prend conscience de cette évocation, un hymne de joie chante dans son monde intime. Il n'y a pas lieu d'exiger face à un besoin ou une plainte pour ne pas avoir bénéficié de certains avantages qui semblaient auparavant être d'une importance réelle. L'éveil à la gratitude commence par une forme de louange partout et pour tous. Donc, on a notre exemple majeur, Saint François d'Assise, qui a... Francine, Oui? Francine, est-ce que je peux t'interrompre un peu? Oui, bien sûr. Parce qu'on a un peu des petits problèmes de communication. Et puis, avant de te perdre complètement, j'aimerais poser ma question que j'attends depuis un bout de temps. OK. Parce que, bon, c'est sûr qu'on va revenir un petit peu. Ça fait un petit bout de temps que j'attends. Là, je pense que tu es rendu assez loin. Je peux peut-être revenir un petit peu. OK. Ma question, c'est quelquefois, c'est par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure de l'ombre et puis tout ça. Là. Mm-hmm. Des fois, comme tout le monde, on a des mauvaises pensées. Je ne sais pas si tu comprends. Là. C'est-à-dire, comme par exemple, quand je vois Donald Trump, je vois toujours un couteau là, qui s'en va vers lui. Vous comprenez un peu, là? Mais c'est pas mon vrai moi, ça. Quand je regarde à ça, j'ai dit, voyons, c'est pas toi. C'est pas toi qui penses ça. C'est que je me demande, dans un premier temps, d'où ça vient. Puis deuxièmement, est-ce qu'il faut combattre ça ou le laisser passer ou tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui, je comprends. Pour pouvoir bien vivre avec ça finalement au bout de la ligne. Oui, je comprends absolument. Et c'est une tendance de notre ego de dire que c'est quelque chose à part de nous, à l'extérieur de nous. Et bon, je vais te dire, comme Jung et Joanna a dit, non, c'est toi qui penses ça. C'est vraiment toi qui penses ça, qui a des mauvaises pensées. Et il faut comme accueillir l'ombre. Il faut accueillir les mauvaises pensées de façon à comprendre que les jugements moraux de ce qui est bon ou mauvais, ça n'existe pas vraiment. Quand on avance dans l'œuvre de Joanna, on comprend que toutes les choses qu'on pense que c'est mauvais, en fait, c'est des qualités qu'on n'a pas pris conscience. Donc, c'est les inconnus, c'est l'ombre qui c'est les mauvais.
Je ne sais pas si c'est un peu plus clair, mais on va avancer. C'est juste que c'est une présentation pas mal longue. C'est pour ça que je me dépêche un peu parce qu'on va parler des difficultés de ressentir la gratitude, tout ça. Peut-être on va parler encore de cette question que tu as posée. Est-ce que ça va? Ouais, je suis content de savoir que ça peut être une qualité de détester Trump. Ouais, c'est exactement ça. Ça se peut, ouais, ça peut être en qualité. C'est juste que, bon, c'est complexe. L'œuvre de Joanna Jung, je ne sais pas si vous avez déjà lu quelque chose, c'est quelque chose de très profond. Mais il explique beaucoup de choses. C'est vraiment intéressant. Mais on va avancer un peu. Je ne peux pas vraiment répondre à ta question, c'est juste qu'on partage des idées. Mais après, on pourrait revenir, OK? Parfait. Bon, donc, j'ai parlé des sang-froid des Assises qui a atteint l'individuation. Il devient un être nominaux. Il est notre exemple majeur, même selon, bon, par Jésus, bien sûr, qui est l'être plus parfait qu'on a comme exemple. Mais François, il a fait les processus dans une seule incarnation. Au moins, c'est ça qui Joanna nous parle. Et elle était Sainte-Claire, oui. Donc, elle a partagé cette expérience avec Saint-François. À ce moment, aussi, l'auteur, Joannelle, déclare que l'esprit atteint les bouts de sa signification immortelle. Il les comprend avec un discernement lucide. Il bénit tout et tout le monde. Quand il est capable de remercier toutes les choses qui arrivent, il atteint sa signification immortelle. Il remercie l'opportunité de faire partie de son conglomérat. Elle continue que pour cette raison, c'est lui qui remercie avec un sourire en mots, avec une expression faciale en silence ou dans une chanson oratoire, avec les biens qu'il répand, est toujours heureux, vivant pleinement. Cependant, c'est lui qui attend toujours de recevoir, qui fait et aspire à une récompense, qui agit et accomplit des actes nobles, mais en comptant sur la reconnaissance des autres, est immature, il négocie, reste instable, néurasthénique dans l'agitation. Joanna, elle nous dit que toutes les bénédictions sont accordées par la pure miséricorde divine. C'est comme si nous ne comprenons pas essentiellement ce qui est l'amour de Dieu pour nous. Le fait est qu'il n'y a pas de rétribution possible. Rien de ce que la créature peut faire ne peut rembourser les soins de Dieu pour nous. Puis elle expliquera que l'état de gratitude est un état en accord avec la loi de Dieu. C'est pour ça qu'elle a écrit ces œuvres-là. C'est la loi d'amour, la miséricorde infinie. Parce que nous n'avons rien fait pour mériter d'exister. Dieu nous a créés par amour, avec l'étincelle divine en nous, en sémence, en potentiel. Il n'a fait parce que cela débordé d'amour, parce que c'était une pure création, une intelligence suprême. C'est juste pour ça qu'il a fait. Puisque la pensée est une vibration, et on tient compte que la pensée vient avec un sentiment, c'est de l'énergie, une propulsion très puissante. Joanna nous explique que les sentiments de gratitude dans ces accès-là, pensée et sentiments inséparables, vibrent un très haut niveau de portée, car c'est le niveau des créations lui-même. Donc, la gratitude, elle vibre dans les mêmes niveaux de la création. Remercier signifie donc se saluer d'émotions lucides et conscientes de la réalité existentielle, mais pas seulement pour ce que vous recevez,
mais aussi pour ce que vous aimeriez accomplir, ainsi que pour ce que vous n'êtes pas encore émotionnellement. La gratitude est comme la lumière dans sa vitesse, traversant les espaces et dégageant tous les chemins. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous atteignez, je pense, l'individuation qui vous libère. Joanna utilise des très beaux symboles pour parler de cette gratitude. Je vais vous lire. Dans un langage poétique, la fleur et les fruits, les bois et l'ombre sont la reconnaissance de la plante pour la bénédiction de la vie. La lymphe généreuse et rafraîchissante est la reconnaissance de la source reconnue pour exister. Les grains qui se laissent écraser est la gratitude qu'on y trouve pour devenir pain et don pour maintenir la vie. Tout ce qui est beau, noble, fécond, esthétique dans la nature constitue votre gratitude pour faire partie du spectacle de la vie. La gratitude, ce n'est donc pas remercier pour ceci ou pour cela, c'est pour remercier les bouts même pour lesquels il a été créé. Être. On se rappelle aussi des paraboles des talents. Il faut utiliser ce que Dieu nous a donné. Il faut faire fructifier, multiplier. La question qu'on se pose, c'est la psychologie de la gratitude est-elle une science? Parce que c'est de beaux mots, mais c'est une science? Et oui, c'est celle de la science. Dès la fin des années 90, on a eu une inversion des paradigmes dans le monde scientifique. On a changé un peu la logique de c'est quoi les bonheurs, les succès, justement parce qu'il y a beaucoup de gens avec beaucoup de succès qui se suicident, beaucoup de gens dans les meilleures universités au monde qui se suicident. Donc, on s'est posé la question, c'est quoi finalement? Et 10 ans plus tard, en 2009, les prix Nobel de médecine, Elizabeth Blackburn, a découvert que notre ADN contient des enzymes qui raccourcissent avec l'âge, empêchant les renouvellements cellulaires. Et selon leurs recherches, l'un des facteurs qui influence l'éveillissement de notre ADN est le sentiment de gratitude. Elle a prouvé ça en laboratoire parce qu'en étant reconnaissant, automatiquement, notre corps comprend qu'il y a une raison de rester en vie. Donc, c'est un sentiment vraiment très élevé. La psychologie positive en particulier aussi, elle a apporté une contribution énorme, car au lieu d'inquiéter sur les mots, elle valorise l'étude des émotions, des comportements, des actions et des pensées qui sont synonymes de bonheur. Il existe de nombreuses données maintenant qui démontrent l'importance de la gratitude pour les bien-être physiques et les bonheurs. Et aujourd'hui, il existe même un département à Harvard pour l'étude du bonheur. Et la conclusion à laquelle ils sont parvenus est que ce n'est pas le bonheur qui apporte la gratitude, mais c'est la gratitude qui apporte le bonheur. Donc, c'est une inversion. Donc, vous voyez que c'est notre ego un peu idiot qui pense toujours qu'il faut avoir ceci ou cela, faire ceci ou cela pour être enfin heureux, qui projette toutes les choses de l'ombre dans les autres, dans la société, à l'extérieur, c'est jamais lui, jamais. Il pense que de cette façon, il va avoir de la paix, il va se sentir en sécurité, mais ça n'arrive jamais. Donc, ce qu'il a vraiment besoin, c'est d'apprendre à être reconnaissant, apprendre à recevoir pour s'accorder à l'abondance de la vie. Vous n'avez besoin de rien d'autre parce que la vie répond à ce que vous envoyez. Joanna, elle va parler de ça et c'est vraiment elle qui parle ça parce que c'est polémique, je ne veux pas prendre ça sur moi. La vie vraiment répond à ce qui vous envoyez.
et d'abord, il faut être reconnaissant. Donc, c'est ça le pouvoir de la gratitude. Joanna parlera dans un langage plus scientifique aussi, que toutes les décisions supérieures qui honorent de l'être humain et la vie sont hystériorisées par la psyché, les soi. Ils sont capturés par les cortex postéromédial qui transmet les messages à travers plusieurs réseaux neuronaux en charge de rencontrer l'impulsion originelle, les transformer en émotions, des plaisirs, des bonheurs. Pour cette raison, les émotions qui découlent de la gratitude sont les bien-être, la joie, compensant les dépenses énergétiques résultant des neurotransmissions par ondes mentales harmonieuses et bénéfiques. L'habitude d'être reconnaissant à répétition équilibre les décharges d'adrénaline et de noradrénaline, tandis que le cortisol garde le contrôle de ces substances chimiques, neutralisant les excès qui pourraient survenir, produisant en conséquence des changements glycémiques du rythme cardiaque, comme pour les émotions inférieures, comme la colère, la peur, l'anxiété, la douleur. Donc, c'est vraiment une question de santé. Plus simplement, ce qui se passe dans notre cerveau, c'est que chaque fois que nous reconnaissons des événements, des gestes, des mots ou des petits détails de la vie quotidienne comme dignes de remerciements, notre cerveau réagit augmentant les niveaux de dopamine. C'est les neurotransmetteurs responsables de la sensation de bien-être et de plaisir. En conséquence, plus la libération de dopamine est importante, plus nous nous sentons satisfaits et heureux. À mesure que nous devenons plus heureux, nous sommes plus agréables, plus extrovertis, ouverts, nous finissons par attirer des joies encore plus grandes. Pour celui qui a déjà, ah oui, c'est ça. Quand j'ai lu ça, quand j'ai appris ça, j'ai pensé à la parabole de talent, encore une fois. Pour celui qui a déjà, il lui sera donné davantage, il restera en abondance. À celui cependant qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. À penser, ouais, c'est à réfléchir. La gratitude sera donc la clé du bonheur. Et cet engrenage fonctionnerait plus ou moins comme ceci. Quelque chose de bon ou de pas bon nous arrive, nous réalisons, reconnaissons et sommes reconnaissants pour la bonne chance. Le cerveau réagit en augmentant la dopamine. Les sentiments de plaisir nous inondent, ils nous rendent heureux, optimistes. Quoi ou qui nous trouve dans une telle humeur, en quelque sorte, rend l'appareil, nourrissant la continuité de cet état d'esprit. Donc, un tout remercier. Difficulté à ressentir la gratitude. Bon, là, on commence les problèmes. Joanna, elle va dire que nous remarquons également que nous ne sommes pas toujours capables de ressentir de la gratitude. Parfois, une enfance malheureuse, une famille turbulente, des relations compliquées, des complexes de solitude, d'infériorité, de supériorité, ne nous permettent pas d'accéder au sentiment de soi et ne valorisent pas la pratique, ne favorisent pas la pratique de la gratitude. Joanna nous a dit qu'il faut faire la rupture avec cette logique des souffrances, mais ce n'est pas en refusant la souffrance ou les sentiments, c'est des accueillir. Dans ces mots, elle dit que la gratitude, elle ne se produira
s'il est possible de surmonter les limites de l'ombre dans l'inconscient collectif inconnu, tels que la culpabilité et la honte, les jugements et les transferts, la projection et la séparation qui étouffent les soi, ne lui permettant pas d'atteindre sa plénitude. Donc, ça répond un peu à ta question de tantôt, je pense, au moins, parce que vous voyez que quand vous avez une pensée qui n'est pas bon, vous avez de la culpabilité, de l'honte, du jugement. Donc, vous avez la tendance à faire un transfert, une projection, une séparation. Et c'est là qu'on a des dissociations dans la psyché. Donc, elle dit, tout qui vient de toi, au fond, c'est bon. Tout qui vient de soi, en vérité, il est du bien. C'est juste que vous ne comprenez pas. Il faut accueillir, il faut étudier, il faut vraiment faire la recherche pour découvrir et faire venir à surface les soi. Joanna va parler de ce qui est très important pour nous. Ne vous permettez pas les jugements hideux qui viennent du complexe d'infériorité, qui naissent des passions inférieures auxquelles nous nous attachons. Mais d'abord, découvrez notre propre arrogance masquée d'humilité. Portez la défense d'un regard global en faveur de l'autre et non armé contre l'autre. Idéaliser les créateurs avec des images fortes, des bontés divines. Donc, même Trump, je sais, c'est difficile à croire, mais même Trump, il est aussi notre frère, il est fils de Dieu de la même façon. Donc, il a aussi des très, très, très belles qualités. Il faut voir avec ces yeux-là et comme un malade, comme nous sommes tous malades. On a des choses à apprendre. Mais on est bien. Si on regarde bien, on est bien aussi. Ainsi, dans les mots de Joanna, l'ombre se dilue et les préjugés, les jalousies, les insécurités cèdent la place à la tendresse, à l'amitié et ceux de la gratitude à tout et à tous, même à ce qui est désagréable, parce que tout est nécessaire dans les champs expérimentaux des émotions. Les sentiments de gratitude ne doivent donc pas être présentés exclusivement lorsque tout va bien, lorsque les phénomènes psychosociaux, émotionnels et organiques sont dans un climat de joie, mais aussi à l'occasion des événements appelés adversité. Réagir avec gratitude ou succès de toute taille est parfaitement normal et naturel. Les défis de la gratitude se produisent dans les moments difficiles, lorsque des adversités surviennent qui font également partie du processus difficile de l'évolution, car les cieux ne sont pas toujours ornés d'étoiles, chacun étant invité à traverser la nuit noire de l'âme avec la lumière du sentiment reconnu à Dieu pour l'opportunité d'expérimenter de nouvelles façons de vivre. On se rappelle des Job, je pense que c'est Job en français qu'on dit, Job. Il a citation dans l'évangile selon le spiritisme. Imitez celui qui vous fut donné pour exemple. Arrivé au dernier degré de l'abjection et de la misère, il est étendu sur un fourmi et dit à Dieu, Seigneur, j'ai connu tous les joies de l'opulence et vous m'avez réduit à la misère la plus profonde. Merci, merci mon Dieu, de vouloir bien éprouver votre serviteur. Donc, il ne suffit pas de vouloir les biens. Il est essentiel de les vivre, d'aspirer à la paix, de s'ouvrir à la paix. Car à chaque fois que l'on combat la guerre, les mal, Trump, en réalité, est intérieurement
ce qui est signalé dans la situation inverse, projetant l'ombre, les négatives cachées du comportement. Jung, il a même prévu la Deuxième Guerre mondiale d'une certaine façon. Il a prévu par les rêves, par une dynamique qu'il a vue dans ses patients. Vous voyez, nous sommes tous des Hitler en potentiel. Ce sont des archétypes. On fait partie de tout ça. De la même façon qu'on est tous des Jésus en potentiel. Quand Pierre parle des gens, j'en sais plus des pierres sur Pierre qui sur Jean. Donc, nous ne pouvons pas reconnaître à l'extérieur quelque chose que nous n'avons pas à l'intérieur. Et ça, c'est une vérité un peu difficile à gérer, oui. Mais bref. Avec toutes ces difficultés qu'on a pour ressentir la gratitude, Joanna nous dit « Calmez-vous ». La simple constatation que la gratitude n'est pas encore ressentie est déjà une façon de la comprendre, de la percevoir dans une manifestation initiale. Elle nous recommande d'abord de la prière, les désirs d'échanger, la auto-analyse, la découverte de soi, l'auto-observation, les lectures édifiantes, exercice d'amour de soi, pardon de soi, acceptation de soi. Donc, tout ce travail-là avec l'ombre, tout ce travail de connaissance de soi. Et la prière, tout d'abord, toujours. L'outil principal est d'embrasser l'ombre, d'embrasser nos émotions cachées, mal travaillées, oubliées, encombrées. Ensuite, commencer à exercer la gratitude. Parce que, selon ces mots, parce que l'amour s'apprend aussi. Thérapie de la gratitude. On va passer à un côté plus pratique de la présentation. Une bonne chose pour nous, selon Joanna, est que le fait que nous soyons inspirés nous aide beaucoup. Parce que l'ignorance de l'être intégral est responsable de nombreux conflits tels que la peur, l'angoisse, l'incertitude et le manque d'objectifs existentiels, puisque d'un moment à l'autre, la mort et récolter la vie, tout s'est réduit à néant. Donc, attends, juste une seconde, je vois que c'est déjà midi 14. Est-ce que c'est correct? Parce qu'on a passé déjà, oui. On doit arrêter et peut-être continuer un autre jour ou on peut continuer? Je ne sais pas, t'en as encore combien, Karen? Est-ce qu'il manque encore beaucoup? Il manque encore, ouais, un peu comme 10 minutes. C'est proche, c'est à peu près la moitié des slides, mais c'est plus à la moitié, mais je ne sais pas si sont longs les slides. Non, c'est pas mal. Non, c'est pas long. Mais c'est ça, en plus 10-15 minutes maximum. OK. C'est correct? Non, je pense que midi et demi, c'est correct. Oui, en principe. OK, on continue. Je vais essayer de me dépêcher un peu. Bon, comme spirit, on a déjà cette invitation de pardon et d'acceptation de soi parce qu'on ne peut pas s'enfuir. Oui, on va continuer le processus d'évolution. On va rencontrer les mêmes personnes. On ne va jamais être capable de se détruire, de nous détruire complètement. Donc, c'est déjà une invitation. C'est ça qui Joanna nous parle. Et je vais passer directement à l'exercice de gratitude, sinon je pense que peut-être on n'aura pas de temps. Exercice de gratitude. Joanna nous dit qu'il y a un besoin immédiat et urgent de réserver de l'espace et du temps pour former la gratitude, ainsi que d'autres expressions d'amour et de pardon afin de découvrir la joie qui, à la suite de toute satisfaction, est un effet d'aimer. Donc, l'entraînement est essentiel. Il faut pratiquer. On ne va pas sentir la gratitude d'un jour à l'autre. Au début, ça peut même être un peu artificiel. On va avoir de la difficulté pour ressentir vraiment.
à cause d'un manque de maturité psychologique. Mais l'habitude qui se formera à fur et à mesure qu'on les répète, on va stimuler la valorisation de tous les événements ainsi que des personnes avec lesquelles on vit, et on va élargir notre perception et le sens de bienveillance que la fraternité rétributive nous donne joie de vivre. Donc, c'est même un effet dans notre corps, comme on a parlé tantôt. C'est dans la chimique de notre cerveau, quand on est capable de connecter avec cette force-là, des ressentis, des pensées, la gratitude, on peut attirer les situations plus favorables à nous. Et même si la situation n'est pas bonne, on va les sentir comme si elle était bonne. Et c'est ça l'essentiel. Donc, mise en application de la gratitude. Elle va donner 3 comme utiles pour pratiquer la gratitude dans la vie quotidienne. Donc, la première chose qu'elle va nous dire à propos des techniques de la psychologie de la gratitude, c'est qu'il faut la pratiquer exactement. Et, bon, elle nous recommande de connecter, faire une analyse des bénédictions qui fournit l'existence physique. Elle sera déjà suffisante pour être reconnaissante d'être vivant dans notre corps. Donc, par l'air que vous respirez, par l'eau, les pains que la nature nous fournit, les merveilles dont le cosmos est habillé, les nuits étoilées, la puissante force des maintiens du soleil. Donc, connecter à la nature et être reconnaissante pour être en santé, pour respirer, tout ça. Ça va déjà nous mettre dans ces niveaux-là de gratitude. Exercice pratique, ça c'est pas Joanna qui a dit, ok, c'est moi qui vous dis, parce que ça fait quelques mois un travail de programmation neurolinguistique, et j'ai commencé à faire ça pendant ma douche. Donc, on prend la douche tous les jours, comme 15-20 minutes, en train de faire une liste vraiment de toutes les raisons pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Vous devez connecter avec les sentiments et la pensée de gratitude. Donc, lister, je suis reconnaissante pour mon corps, pour sentir, pour l'eau chaude, pour tout qui vient à la tête, pour les études que tu as fait, pour les spiritismes, pour tout que vous voulez. La deuxième chose que Joanna va dire, c'est que quiconque aspire à atteindre les plateaux de la santé et de l'harmonie est invité à s'exercer dans l'art d'offrir et de s'offrir. Elle va parler du travail. Le travail, c'est pas grand-chose à l'extérieur. Elle dit que personne n'est si pauvre qui ne peut pas s'offrir, comme l'attestent plusieurs parties de l'Évangile. Offrez son pardon. Si tu n'as rien d'autre à offrir, offrez ton pardon, offrez votre compréhension, votre regard généreux et aimant. Lorsque vous pensez que vous n'avez plus rien à offrir, vous proposez ce qui est le plus précieux. C'est la loi du travail de la société. Donc, le travail de découverte de soi, c'est déjà du travail pour contribuer à la société. Parce qu'occuper cette place unique que vous avez dans l'œuvre de Dieu, c'est déjà la vraie charité. C'est ça qu'elle parle. La découverte de soi, faire aussi ce travail de découvrir vos croyances. Donc, dans les niveaux de la linguistique même, de cette programmation qu'on a dans nos cerveaux, à partir de notre éducation et nos expériences de vie, faire une recherche en soi, c'est quoi vos croyances qui vous limitent dans la vie, qui vous empêchent de sentir la gratitude. Donc ça, c'est un travail sur soi qui rien, personne ne peut faire pour nous, oui, c'est un travail à nous de le faire. Bon, la pratique mène à la perfection.
Rappelez-vous que les soi soit naître dans la structure de l'ego. Donc, c'est un accouchement de la conscience. Et Joanna nous invite justement à ça, faites briller votre lumière. Soyez parfait comme l'est votre Père céleste. Donc, c'est ça. J'ai couru un peu à la fin, mais c'est ça que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup pour la patience. Merci beaucoup pour la traduction, Yvon, et pour l'invitation. Je sais que ce n'est pas évident avec mon accent et français et tout ça, mais j'espère que vous avez compris au moins une partie. Merci beaucoup.